Fabien Bécal présente. Je m'interroge sur la méthodologie en sociologie niveau licence. 105 questions et réponses. 1. Qu'entendre rompre avec les préjugés. Question de départ, exploration et problématique constituent la rupture avec le sens commun. 2. Qu'est-ce qu'une question de départ? Elle oriente l'étude ou la recherche et permet au lecteur de savoir ce que vous avez voulu dire. Elle permet de cerner un problème particulier et d'en dessiner les contours. C'est la première étape de la rupture épistémologique. Pour Michel Beau, il n'y a pas de recherche sans questionnement. 3. Où se trouve la bonne question de départ? Elle se trouve dans les questions complexes, la réponse n'est pas donnée comme telle. Il faut lire et faire beaucoup de recherches pour obtenir. 4. Quels sont les critères d'une bonne question de départ? Clarté, faisabilité et pertinence. 5. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne question de départ? Met en relation plusieurs concepts, montre le type de relation qu'il y a entre les concepts, elle doit ressortir la population visée par l'étude et doit commencer par le pourquoi. 6. Quelle différence entre les questions comment et pourquoi? La question de départ commençant par comment renvoie à la question du phénomène. À cette question on ne formule pas d'hypothèse. La question de départ commençant par pourquoi renvoie à l'explication du phénomène. Les sociologues utilisent plus la question pourquoi car le rôle de la sociologie n'est pas de décrire, mais d'expliquer. À cette question, nous devons formuler une ou plusieurs hypothèses, compréhensives ou explicatives. 7. Qu'est-ce qu'un problème de recherche? Énonce du but de la recherche sous forme de questions impliquant la possibilité d'une investigation en vue de trouver une réponse. C'est ce qui soulève une question et qui peut faire l'objet de recherche. C'est un écart ou un manque à combler dans le domaine de nos connaissances entre ce que nous savons, jugé insatisfaisant, et ce que nous désirons savoir sur le réel jugé désirable. 8. Quelles sont les deux possibilités qui servent à passer du problème social au problème sociologique? Quantitative et qualitative. 9. Quelle différence entre la méthode qualitative et quantitative? Les méthodes qualitatives sont basées sur le recueil de témoignages individuels et la perception personnelle d'une situation, d'un phénomène et sont utilisées pour récolter les données non chiffrées, émotions, sentiments, désirs. De manière simple, les méthodes qualitatives ne sont pas mesurables, quantifiables, comptables et ne font pas appel aux chiffres. Les méthodes qualitatives utilisées régulièrement par les sociologues sont l'observation, l'entretien, les monographies et les récits de la vie. La méthode quantitative quant à elle vise à recueillir des données observables et quantifiables. Elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses descriptives, des tableaux et graphiques, des analyses statistiques de recherche de liens entre les variables ou facteurs, des analyses de corrélation. 10. Qu'est-ce que l'objectivité? L'objectivité est synonyme d'impartialité, est surtout la qualité de ce qui rend compte fidèlement d'un objet d'un phénomène, c'est-à-dire de ce qui en donne une représentation conforme à la réalité. Il s'agit de relater les faits sans aucune déformation. Dire ce qu'on voit. 11. Qu'est-ce qu'une rupture épistémologique? Dans la vie sociale, elle marque l'opposition entre connaissance ordinaire et connaissance savante. La connaissance scientifique s'oppose à l'opinion, à la doxa, au sens commun. Le passage du sens commun, fausse évidence, au sens sociologique, vérité scientifique, constitue ce qu'on appelle en science aujourd'hui, la rupture épistémologique. C'est un changement de système de représentation, un changement de référentiel de la pensée. La rupture épistémologique a pour but de rompre avec les prénotions. 12. Qu'est-ce que la règle de l'ignorance-conscience? Cette règle veut dire qu'il faut d'abord ignorer avant de connaître. Il faut observer les faits sociaux de l'extérieur, sans se laisser aveugler par toutes les idées que nous avons déjà à leur égard. Il faut d'abord chasser de son esprit les idées préconçues. Le sociologue doit adopter une attitude de recul, de mise à distance par rapport à tous les savoirs flottants, les idées que les hommes se font des choses. Cela consiste à s'efforcer de regarder la réalité sociale avec une certaine naïveté sans préjugés.
13. Quels sont les deux endroits pour délimiter le sujet? Dans le champ pratique et dans l'observation. 14. Quel est le rôle de l'intérêt sociologique? Son but est de mettre en évidence les raisons pour le sociologue de se pencher sur le phénomène qu'il veut étudier, tant pour le comprendre que pour en produire une explication systématique. 15. Qu'est-ce que la démarche scientifique? C'est la manière de procéder vers un but, manière de connaître à partir de propositions générales en vue de tirer des conclusions générales. 16. Quel est le but de l'exploration? C'est l'étape transitoire entre la question de départ et la problématique. Elle est au centre de la rupture épistémologique. L'exploration a également pour fonction d'élargir les perspectives d'analyse, de prendre connaissance avec la pensée d'autres auteurs. 17. Quelles sont les deux étapes de l'exploration? Les lectures et les entretiens. 18. Quel est le but des lectures et des entretiens? Les lectures orientent, donnent un maximum d'informations, aident à élaborer la question de départ, aident pour le cadre théorique et aident à élaborer des hypothèses. Les entretiens viennent compléter les lectures parce que tout ne se trouve pas dans les livres. 19. Quels sont les 5 principes ou critères du choix des lecteurs? Partir de la question de départ, dimension raisonnable du programme de lecture, éléments d'analyse et d'interprétation, approche diversifiée, disciplinaire, par support, ouvrage revue, Internet, temps disponible pour la réflexion personnelle, les échanges de vues, l'écriture. 20. Qu'est-ce qu'un questionnement de départ? C'est un ensemble de questions que se pose le chercheur au début de l'étude afin de donner à celle-ci un fil conducteur. Il est composé de questions simples et de questions complexes. 21. Qu'est-ce qu'une question complexe? C'est une question qui n'a pas de réponse toute faite. La réponse ne se trouve ni dans les livres, et personne ne peut donner une réponse satisfaisante a priori. 22. Quelle est la différence entre le rôle de l'exploration et celui de l'observation? L'exploration permet de collecter un maximum d'informations en rapport avec la question de départ afin de préparer le problème et reformuler la question de départ. L'observation, quant à elle, a pour rôle de collecter les informations qui vont permettre de vérifier les hypothèses. 23. Quelle différence entre question de départ et question de départ? La première question de départ intervient avant la pré-enquête et la deuxième question de départ intervient dans la construction de l'objet. 24. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un ensemble de règles qui orientent la recherche scientifique, à un moment précis dans le temps. C'est également un modèle d'analyse théorique de la réalité sociale. En sociologie, il y a deux grands paradigmes, l'holisme et l'individualisme méthodologique. 24. Quel est le rôle des indicateurs dans la construction du questionnaire? Le rôle des indicateurs dans la construction du questionnaire consiste à observer et à mesurer le phénomène dans la réalité. Ils rendent le concept opérationnel et permettent de vérifier une hypothèse. 25. Quelle différence entre observation et observation? Nous avons observation comme 5e étape de la démarche scientifique. L'autre observation est une technique de collecter de données qui permet d'aller collecter les informations sur le terrain, d'aller au contact de la réalité pour infirmer ou confirmer les hypothèses. 26. Quel est l'outil de collecte de données de l'interview? L'outil de collecte de données de l'interview est le guide d'entretien. 27. Quelle est la formule ou la démarche scientifique de Gaston Bachelard? Pour Gaston Bachelard, le fait scientifique est conquis, construit et constaté. On appelle aussi cette formule les 3 C. D'abord, le fait est conquis contre les prénotions et l'illusion du savoir immédiat. Il faut opérer une rupture épistémologique. Le chercheur doit être neutre afin de ne pas déformer l'observation de son objet. Ensuite, le fait social est construit par la raison. C'est l'élaboration d'un cadre d'analyse, il s'agit de choisir une théorie et ses concepts. Car les théories servent à construire une réalité tout en lui donnant une logique. Elles permettent de ranger le réel, afin de mieux le comprendre. Enfin, le fait social est constaté dans les faits. De manière simple, cela consiste à aller vérifier l'hypothèse sur le terrain.
C'est l'expérimentation, l'observation des faits. Cette démarche se présente comme une course à obstacles, lutte contre les préjugés et les évidences du sens commun, élaboration d'un cadre d'analyse mise en œuvre de procédures expérimentales. 28. Quelle est la hiérarchie des actes épistémologiques selon Bourdieu, Passeron et Chamboredon? La rupture, la construction, la constatation. Même explication avec la démarche de Bachelard. 29. Quelles sont les étapes qui interviennent dans la construction de l'objet? La rupture, question de départ, exploration et la problématique, et la construction du modèle d'analyse, la formulation des hypothèses et la conceptualisation. 30. Comment construire l'objet? La construction de l'objet se fait selon 3 étapes, la définition de l'objet de recherche, la formalisation des hypothèses et la délimitation des variables. 31. Pourquoi construire l'objet? Le sociologue cherche à construire un fait social dans le but de l'étudier. On construit l'objet pour se rendre compte que l'objet de connaissance n'est pas identique à l'objet réel. L'objet de connaissance est un objet construit. Construire l'objet, c'est découvrir dernier le langage commun et les apparences, des faits sociaux liés par un système de relations propres au secteur étudié. Construire l'objet sociologique, c'est deviner sous les apparences les vrais problèmes et poser les bonnes questions. En clair, l'objet doit être construit parce qu'il est infini, chaotique, en désordre, et nécessite un choix en fonction d'un point de vue. Thèse de Weber, il est fondé sur des préjugés. Thèse des prénotions de Durkheim, il dissimule des relations cachées qu'il a pour fonction de masquer. Thèse des idéologies de Marx. 32. Comment construire l'objet de la sociologie selon Émile Durkheim? Le sociologue doit mettre en œuvre 3 règles afin de construire le fait social, écarter les prénotions, c'est-à-dire les concepts qui n'ont pas été forgés par la science, définir son objet de manière rigoureuse, objectiver les faits en les dégageant des faits individuels qui les manifestent. 33. Quels sont les 4 critères de la construction de l'objet? La construction de l'objet répond à 4 critères. La recherche doit porter sur un objet limité, géographiquement, historiquement, etc., répondre à une question précise. La recherche doit suivre une démarche démonstrative, suite logique des opérations, la faisabilité au niveau empirique. 34. Qu'est-ce que l'entretien? Quel est son but? L'entretien est une technique qui permet de recueillir les données sur le terrain qui, par la suite, seront interprétées et analysées afin de trouver ce qui est caché derrière les mots. Il s'agit d'appréhender à travers les discours des répondants, leur vision du monde social. C'est cette technique qu'avait utilisée Weber, car il cherchait le sens que les individus donnent à leurs pratiques ou actions. Les entretiens ont pour but de compléter les lectures parce que tout ne se trouve pas dans les livres. 35. Où faut-il obtenir les entretiens exploratoires? On obtient les entretiens exploratoires auprès des spécialistes scientifiques, enseignants, chercheurs spécialistes et experts, les témoins privilégiés, professionnels, et le public, les personnes directement concernées par l'étude. 36. Comment se déroule un entretien exploratoire? Que si l'interaction a été favorable. Au plan matériel, il faut un mégaphone par exemple. 37. À quoi sert l'observation? De vivre le phénomène qu'on étudie en direct. 38. Quels sont les 2 endroits pour délimiter le sujet? Champ pratique et l'observation. 39. Qu'est-ce qu'un champ théorique? Ce sont les branches d'une discipline. On peut citer la sociologie du travail, de l'éducation, du développement, politique. 40. Qu'est-ce champ d'analyse? C'est l'espace géographique spécifique. Il permet de ne pas étudier le phénomène sur toute l'étendue du territoire. 41. Qu'est-ce qu'un cadre théorique? C'est l'orientation théorique que l'on adopte pour résoudre un problème social. C'est une vision du monde. Par exemple, le matérialisme historique de Karl Marx. 42. Qu'est-ce qu'une problématique? C'est l'approche théorique que l'on décide d'adopter pour traiter la question de départ. 43. Quelles sont les parties d'une problématique?
L'état de la question, la position du problème et l'explicitation de la problématique. 44. Qu'est-ce que l'état de la question? C'est la synthèse de tout ce qui a déjà été dit sur le notre thème. On doit partir de ce que les autres ont écrit et on essaie de savoir où ils se sont arrêtés, leurs problématiques et cadres théoriques, montrer les limites, les contradictions, les limites afin de faire avancer la science. 45. Quel est le rôle de l'état de la question dans la problématique? L'état de la question permet de détailler les écrits sur le thème qui touchent de près ou de loin notre thème avant de prendre position. C'est la synthèse de tout ce qui a déjà été dit sur notre thème. On doit partir de ce que les autres ont écrit et on essaie de savoir où ils se sont arrêtés, leurs problématiques et cadres théoriques, montrer les limites, la contradiction, les limites afin de faire avancer la société scientifique. 46. Qu'est-ce que le choix de la problématique? Il s'agit de dire comment vous envisagez poser le problème, dire si votre problématique est nouvelle ou ancienne, et l'intérêt de la formuler ou de la reformuler dans ce domaine. 47. Qu'est-ce que expliciter sa problématique? Décrire son cadre théorique et la philosophie de cette théorie. On doit trouver les principaux concepts de votre cadre théorique, montrer le lien entre théorie et objet d'étude. 48. Qu'est-ce qu'une hypothèse induite? C'est une hypothèse construite à partir de l'observation des faits. 49. Quel est le terme qui sert à recenser des écrits? C'est l'état de la question. Il est constitué des auteurs classiques, les contemporains, les auteurs de son continent, les auteurs nationaux et les travaux des étudiants nationaux. 50. Quelles sont les étapes qui composent la construction de l'objet? La rupture, question de départ, l'exploration et la problématique, et la construction, formulation des hypothèses et la conceptualisation. 51. Quels sont les instruments qui permettent la collecte des données qualitatives? Les entretiens, la grille d'observation. 52. Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse? Ensemble structure et cohérent des hypothèses et des concepts. 53. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Proposition de réponse à la question de départ. Énoncé qui prédit une relation entre deux ou plusieurs termes et impliquant une vérification empirique. 54. Quel est le rôle de l'hypothèse? Anticiper la réponse, sur les conclusions. Elle permet d'aller chercher la bonne information, définit le champ d'observation, évite de perdre le temps sur le terrain. 55. Quels sont les deux types d'hypothèses? Hypothético-déductive, hypothèse pratique, empirique, souvent fragile à cause des préjugés, et hypothético-inductive, théorique, souvent appliquée aux sociétés. 56. Où se vérifie une hypothèse? Sur le terrain, les lectures et le terrain sont les deux éléments de terrain. 57. Quels sont les différents types d'observation? Observation indirecte, observation directe et observation participante. 58. Quels sont les différents champs? Champ empirique, terrain géographique. Il faut justifier le choix de ce champ et donner sa pertinence. Champ théorique, théorie et branche de la discipline. Il s'agit de dire dans quel paradigme est inscrite l'étude et expliciter ce choix. 59. Qu'est-ce qu'une analyse conceptuelle? C'est le processus de concrétisation des concepts de l'hypothèse. 60. Qu'est-ce qu'un concept? Représentation mentale, générale et abstraite d'un ou de plusieurs phénomènes et de leurs relations. 61. Comment définit-on les concepts? Par les dimensions et par les indicateurs. 62. Quelle différence entre dimension et indicateur? Une dimension est une composante d'un concept qui renvoie à un niveau de la réalité de ce dernier. Il permet de passer du versant abstrait au versant concret. Un indicateur est un élément d'une dimension donnée, observation et mesurable dans la réalité. Les indicateurs permettent d'avoir les outils de collecte de données. 63. Pourquoi construisons-nous des concepts? Parce qu'on veut aller sur le terrain, parce qu'ils sont vagues et flous. 64. Quelle différence entre concept simple et concept complexe? Un concept simple est composé d'une seule dimension.
Un concept complexe contient plusieurs dimensions et chaque dimension contient plusieurs indicateurs. 65. Quels sont les différents types de concepts? Opératoire isolé, observation, empirique et systémique, ils se construisent à partir des paradigmes et des théories parce qu'ils ont fait leurs preuves. 66. Qu'est-ce qu'une variable? Caractéristiques de personnes, d'objets ou situations liées à un concept et pouvant prendre diverses valeurs. 67. Qu'est-ce qu'une observation? Action d'examiner avec soin un phénomène. Toute recherche commence par l'étape de l'observation. L'observation scientifique permet de découvrir et de comprendre certains aspects inconnus incompris de phénomènes qui au départ semblaient dépourvus d'intérêt. 68. Quelles sont les 3 étapes qui apparaissent dans la conclusion? Rappel des grandes lignes de la démarche que vous avez utilisée, question de départ, modèle d'analyse, cadre théorique et champ d'observation, les méthodes, comparaison des résultats, présentation des résultats détaillés des apports de connaissances et les perspectives d'ordre pratique. 69. Quelles sont les 3 questions de l'observation? Observer quoi? Choix d'objets d'étude ou données pertinentes. Observer qui? Espace géographique et social. Ici il y a 3 manières d'obtenir les informations: population totale, échantillon présentant certains caractères. Observer comment? Il s'agit des techniques de collecte de données. 70. Quelles sont les techniques de collecte de données? La recherche documentaire, entretien, questionnaire, observation. 71. Qu'est-ce que tester l'outil de terrain? C'est aller sur le terrain et remettre le questionnaire à quelques personnes afin de d'évaluer leurs attitudes. 72. Quelles sont les 2 possibilités en manière de collecte de données? Direct, aller observer sur le terrain. Indirect, on n'est pas en face de l'information. 73. Quelles sont les techniques de collecter données utilisées dans l'observation directe? Entretien et questionnaire. 74. Quels sont les 2 types d'observation d'entretien? Directive, est précis, et semi-directive, grands thèmes et on laisse une grande marge à l'enquêté. 75. Qu'est-ce que l'analyse des informations? Il y a 3 opérations dans cette étape: description et préparation des données, analyse des variables entre concepts et enfin la comparaison des résultats observés à ceux attendus. 77. Quelles sont les techniques de traitement de données? Elles sont au nombre de 2, l'analyse de contenu et l'analyse statistique. L'analyse de contenu est une technique qui permet de comprendre le cachet, sinon le non-dit des propos de nos enquêtes. L'analyse statistique traite les informations obtenues à partir du questionnaire. Elle est un ensemble statistique d'aide à la description des liens entre 2 ou plusieurs variables. 78. Quels sont les 3 éléments qui définissent un problème de recherche? Un problème de recherche se définit par 3 éléments. Un écart entre une situation actuelle insatisfaisante et une autre souhaitable. Un désir de combler cet écart. La recherche de possibilités entre la théorie et la pratique. 79. Quels sont les concepts liés à la méthodologie? Méthode, logique et rationalité, démarche, théorie, concept, empirique, principe, objet, problème, question, hypothèse, organisation, étape, obstacle, crédibilité, originalité, imagination. 80. Quelles sont les méthodes scientifiques dans la recherche? Observation, enquête, statistique. 81. Quelles sont les 4 fonctions de la recherche selon Robert Keane Merton? Elle suscite, elle refond, elle réoriente, elle clarifie la théorie. 82. Quels sont les types de recherche? Recherche fondamentale, volonté de comprendre. Elle porte sur des théories, des principes de base, qui visent à accroître les connaissances dans un domaine donné sans se préoccuper des implications pratiques. Recherche appliquée, c'est une recherche qui vise à apporter des éclaircissements sur un problème dans une intention d'application pratique. C'est elle qui intéresse plus le sociologue parce que plus précis, plus limité, plus concret, plus active et braqué sur le réel. C'est donc de la première que se nourrit la seconde.
Recherche-action, ce n'est pas le chercheur qui décide de l'objet de son investigation. L'objet est choisi et financé par une organisation par exemple. 83. Quelles sont les qualités ou attitudes à adopter pour entreprendre une recherche? Il faut être curieux, organisé, objectif, exempt de préjugés. 84. Quel est le coefficient de déformation inconsciente qui affecte l'observation du chercheur en sciences sociales? C'est l'équation personnelle du chercheur. 85. Qu'est-ce qui constitue l'obstacle majeur à la recherche? Ce sont les préjugés. 86. Pourquoi l'objectivité parfaite est impossible à concevoir? L'objectivité parfaite est impossible à concevoir dans toute recherche en sciences sociales, surtout à propos de l'observation parce que le chercheur intériorise son passé, il a une histoire et peut être influencé par son milieu. Il n'est pas neutre et analyse les phénomènes comme il voudrait qu'ils soient. Les représentations sociales sont si fortes et si évidentes à nos yeux qu'il est facile de les prendre elles-mêmes pour la réalité alors qu'elles sont une sorte de voile, de fausses évidences. Il faut donc rompre avec ces prénotions en s'attachant aux faits les plus objectifs possibles. Il faut opérer une rupture épistémologique face aux choses qu'on observe. 87. Choix du sujet. Considération principale, degré d'intérêt à l'égard du sujet, étendue du traitement antérieur du sujet, disponibilité de l'information, disponibilité des instruments de travail. Critères de pertinence et intérêt, caractéristiques de l'objet d'étude, ampleur de l'objet, situation de l'objet, signification sociale de l'objet, difficulté de l'objet. Critères concernant le chercheur, formation et capacité du chercheur, intérêt personnel du chercheur, situation sociale du chercheur, ressources matérielles du chercheur. 88. Quels sont les 4 critères de pertinence d'un sujet? Vous-même d'abord le chercheur, est-ce que le thème vous intéresse et vous motive? Est-ce que vous pouvez dire des choses pertinentes et originales sur ce thème? Votre directeur de recherche, est-ce que le sujet s'inscrit dans ses préoccupations? Est-ce que le thème relève de ses compétences ou sa spécialité? Est-ce qu'il est disponible? L'état de la recherche, est-ce que le sujet n'est pas traité abondamment? Est-ce qu'il n'est pas impossible de le traiter, absence de matériaux d'information, documents incessibles, enquêtes difficiles, obstacles linguistiques, un débat important sur lequel vous pouvez apporter de nouveaux éclairages, pas redire ce que les autres ont déjà dit. Votre propre perspective, comment vous envisagez poser le problème aujourd'hui? 89. Formulation du titre. À déconseiller, les sujets larges, panoramiques, titre entonnoir, les sujets bipolaires. À conseiller, la précision et la concision, la simplicité et clarté, la délimitation spatio-temporelle. 90. Quel est le rôle du directeur de mémoire ou recherche? Le choix du sujet, délimitation de la problématique, choix des orientations bibliographiques, information des recherches, il peut vous demander de changer la problématique théorique, peut obtenir des orientations et contacts concernant vos recherches, vérifier l'état d'avancement du travail, attire l'attention en ce qui concerne la forme, niveau de la langue, faute d'orthographe. 91. Quelles sont les 3 formes qui caractérisent la fuite en avant? La gloutonnerie livresque, l'impasse aux hypothèses, l'emphase obscurcissant. 92. Quelles sont les 3 étapes classiques de la recherche? Observation, hypothèse, expérimentation. 93. Hiérarchie des actes épistémologiques, Bourdieu et al. Rupture, distanciation. Construction, formalisation. Constatation, vérification. 94. Les 3 questions de l'observation. Observer quoi? Identification d'un problème de recherche et définition des données, qu'est-ce qui m'intéresse? Observer sur qui? Délimitation du champ d'analyse et sélection des unités d'observation, relation entre les faits. Observer comment? Choix de la méthode d'observation, collecte de données. 95. La mise en page, contenu et ordre des différentes parties. Les pages linéaires. Page, titre, couverture. Dédicace, toujours au singulier.
Remerciements. Sommaire, table. Sigles et abréviations. Liste des figures et illustrations. 96. Quelles sont les différentes parties d'un travail de recherche? Avant-propos, introduction, corps du travail, conclusion. 97. La bibliographie. Classification des sources, ouvrages généraux, livres. Description bibliographique, d'un livre, d'un article. 98. Les deux principaux types de citations. Citation textuelle. Citation d'idées. 99. Les notes et références. Les notes, elles servent à confirmer ou compléter le texte de l'auteur. Elles servent à apporter une explication supplémentaire. Les références, c'est l'indication, en bas de page, la source d'où est tiré un texte. 100. La recherche au point de vue général et au point de vue méthodique. Au point de vue général, la recherche regroupe l'ensemble des activités, les travaux scientifiques auxquels se livrent les chercheurs. Alors que, au point de vue méthodique, la recherche est un processus qui obéit à une démarche. Sans cette démarche, l'idée d'une étude ou recherche scientifique n'est qu'une banalité parce que ne répondant pas aux exigences et à la rigueur d'un travail de recherche. 101. Qu'est-ce que la méthodologie? La méthodologie est l'ensemble des méthodes et des techniques de collecte des données utilisées en science qui orientent une recherche et qui guident la démarche scientifique. Cela signifie qu'il y a d'une part, la démarche conceptuelle, choix et définition de l'objet, délimitation d'un cadre de recherche, formulation des hypothèses, et d'autre part les procédés qui servent à affiner les hypothèses. 102. Qu'est-ce que la méthode? La méthode est un ensemble organisé d'opérations intellectuelles en vue d'atteindre un objectif. La méthode répond à la question « Comment ?», tandis que la théorie répond à la question « Pourquoi ?». 103. Qu'est-ce que la technique? La technique est un moyen mis en œuvre afin d'atteindre un but. C'est l'ensemble de procédés et d'instruments d'instigation utilisés méthodologiquement. Elle est constituée d'étapes et répond à la question « Comment ?». Les techniques de collecte de données sont le questionnaire, l'entretien et l'observation. 104. Qu'est-ce qu'un terrain de recherche? Le terrain de recherche désigne le milieu que le chercheur étudie. En pratique, le terrain est une construction rigoureuse du chercheur en fonction de la nature des données recherchées. Par exemple, universitaire Omar Bongo, terrain géographique, espace physique. Des livres, terrain documentaire, source d'information. 105. Qu'est-ce que la démarche? Une démarche est la manière de progresser vers un but. Exposer la démarche consiste à décrire les principaux fondamentaux à mettre en œuvre dans tout le travail de recherche. Pour plus d'informations sur la méthodologie en sociologie, cliquez le site web gratuit démarchescientifique.jimdofree.com.